Alors, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Que de belles perspectives, que de beaux présages pour cette nouvelle année. Et je m'associe à toute l'équipe pour vous souhaiter une bonne année. Oh là là, c'est du travail d'équipe et les résolutions qui vont avec, comme par exemple ne plus se forcer à se taper l'intégrale de Philippe Lachaud. Également, pourquoi pas ne plus jamais, au grand jamais dire, voire même, ou ne plus utiliser l'expression rentrer les poils sans mettre une pièce dans la boîte à poils. Quoi d'autre? Ne plus signer de tribune sans l'avoir lu avant, ça aussi ça peut être utile. S'abonner à la formule Acast Plus de réaliser Centre Cage, bel réseau, plein de contenu exclusif, ça vaut le coup. Et surtout, aller encore plus au cinéma, voir toujours plus de films parce que le cinéma c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là. Et en plus, en 2024 comme en 2023, tout ce que vous allez entendre sera réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Alors qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes ces temps-ci? Bobby Darin et Fabian. Et vous? Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley? Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille? Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. 21. Désolé, mon cœur c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Des cheveux noirs et plus de mascara. Je sais pas trop si j'aime. Priscilla de Sofia Coppola avec Kaylee Spaeny et Jacob Elordi. Êtes-vous tombé sous le charme de la Queen du King? Sophie. Évidemment que c'est moi qui ai commencé. Ouais. Et comment le nouveau Sofia Coppola, je suis là. Et ça m'a beaucoup plu. Pour Sofia Coppola, ça a été c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins aimée d'une partie du public depuis quelques films et particulièrement depuis The Bling Ring en fait, qui avait été pour moi une espèce de catastrophe signant quasiment la fin de sa carrière tellement c'était une purge. Et après elle fait Les Proies qui pareil est moins pire, mais c'est triste d'être moins pire que The Bling Ring. Heureusement, elle remonte un peu avec On the Rocks, mais qui est passé complètement sous les radars parce que production Apple TV. Et là, elle arrive avec un projet qui est enfin vraiment attendu. Et je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attendu un film de Sofia Coppola. Et c'est dommage parce que c'est quand même, je trouve, une très grande réalisatrice, en tout cas qui a su marquer une période du cinéma américain, notamment avec ses 2 premiers films, qui sont devenus des films générationnels. Qu'en est-il de Priscilla s'attaquer à une figure médiatique comme ça, à la femme d'une des personnalités les plus connues que l'histoire des États-Unis ait jamais portée? Comment le faire en ayant l'aval de la concernée, à savoir Priscilla Presley qui est à la production du film. Donc comment tomber dans quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre du portrait amélioratif. En fait, je trouve que c'était très tendu comme projet. Et qu'en est-il? Moi, je trouve que c'est plutôt une réussite, surtout quand on le compare avec le Elvis de Baz Luhrmann, parce que c'est une espèce de miroir radicalement opposé. Elle en fait un film sur la solitude, un film hors des paillettes. Elle montre comment on est seul et comment on est triste et comment surtout le temps est long quand on est abandonné et surtout quand on n'a aucune forme de repère. Il faut savoir que, et je trouve que c'est une des forces du film, elle joue pas sur la notion réellement de consentement par rapport à l'âge de Priscilla Presley quand elle a rencontré Elvis, mais par contre elle va montrer comment c'est toujours resté une petite fille pendant toute leur relation ou presque. Alors deux choses, il faut préciser qu'elle a 14 ans et qu'ils ont 10 ans d'écart quand elle le rencontre. Il faut préciser également que le film est basé sur l'autobiographie de Priscilla Presley elle-même. C'est l'adaptation de cette autobiographie. Oui, qu'elle produit du coup. Voilà, qu'elle est coproductrice, donc elle a maille à partir avec son personnage principal. C'est ça, et c'est ça qui me tendait un petit peu parce que je ne savais pas comment ça allait être traité, et je trouve que c'est très joli de se dire
dire que ok. Donc Priscilla Presley a l'air de ne pas remettre en cause, en tout cas, l'amour et l'attraction qu'il y a eu en début de relation. Et c'est un choix narratif complètement valable. Ce que je trouve très beau et ce que je sens être la vraie patte de Sofia Coppola, c'est de l'avoir vraiment traitée en enfant. C'est-à-dire que c'est une enfant où on a mis une décision dans sa tête parce que elle est attirée par le choix que toutes les jeunes filles feraient à sa place. Mais quand elle arrive dans cette maison, elle est juste une poupée qu'on va habiller, conditionner, et comment elle va réussir petit à petit à devenir une femme qui va prendre de l'indépendance. Et ça, je trouve que c'est un sujet parfait pour Sofia Coppola. Le film est un tout petit peu trop lent, mais en même temps, je crois que ça me gêne pas parce que ça me met dans un espèce de mindset très proche de l'héroïne, et je trouve que c'est un des plus beaux films qu'elle ait fait depuis très très longtemps, et pour moi c'est vraiment une réussite presque totale. Arthur. Bah, je rejoins plutôt Sophie. Moi, j'avais découvert le film à la Mostra il y a maintenant plus de 4 mois. Et en fait, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a un pari qui est fait qui n'est pas du tout évident et qui est plus que réussi dans le sens où passer après le super méga biopic de Baz Luhrmann et arriver et te dire, alors non seulement je vais raconter l'autre côté du couple, mais je vais pas raconter le couple, je vais raconter ce qu'elle a vécu. Et en plus de le faire en déconstruisant à ce point-là un véritable mythe américain qui est Elvis et qui est montré tel qu'il était, tel qu'il n'est pas vraiment montré dans le film de Luhrmann d'ailleurs, à savoir quelqu'un de possessif, de violent, de drogué, d'alcoolique. Alors drogué, alcoolique, un peu dans le film de Luhrmann. Oui, je suis d'accord, mais pas de cette manière-là. Alors qu'il a toujours été camé, quoi. Pas de cette manière-là en tout cas, et pas avec cette notion de contrôle qu'il avait sur l'autre, et en fait de montrer que c'était quelqu'un d'extrêmement toxique. Rien que ça, je trouve ça assez audacieux et ambitieux. Et en plus de le faire en reprenant un personnage qui est exactement dans l'archétype du personnage de Sofia Coppola, parce que Priscilla, c'est exactement le personnage de Coppola. C'est Marie-Antoinette, enfin, c'est la même. J'ai l'impression que moi j'ai retrouvé des plans quasiment décalqués. Mais bien sûr. Enfin, c'est vraiment. Mais moi, c'est quelque chose qui Marie-Antoinette à Graceland. C'est la même chose. Graceland, c'est Versailles, c'est la même chose. À la limite près, je trouve, mais dites-moi si vous avez ressenti ça, je trouve qu'elle se radicalise entre guillemets dans sa manière de concevoir la caractérisation des personnages. Je trouve que plus les films avancent chez Sofia Coppola, moins elle cherche à les caractériser, plus ça va essayer de transmettre une ambiance qui va te faire comprendre quelle est un petit peu l'émotion du personnage. Là, on a l'impression que... ça a toujours été le cas. Moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus marqué, en tout cas. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Simon, je pense que ça a toujours été le cas. Moi, pour avoir revu il y a pas longtemps Lost in Translation et tout, je trouve qu'il y avait quand même au moins des dialogues qui permettaient de là, vraiment, là on est... face à une Priscilla qui est un peu mythique, dont on comprend pas grand chose, et c'est volontaire, et moi je trouve ça assez joli, et je trouve ça assez bien fait, et en fait c'était normal que ce soit Sofia Coppola qui s'attaque à ce film là. Moi je trouve que le film a des petites faiblesses, je trouve qu'effectivement dans cet aspect là, un petit peu plus ambiance que narratif par moment, il peut me perdre un petit peu, ou me sembler un petit peu trop léger face à la gravité de ce qu'il m'a raconté. Je trouve néanmoins que déjà le casting est fou. Mais vraiment, je trouve qu'elle est remarquable et que lui, il est remarquable. Ah, complètement. Vraiment, voilà. Je retrouve, en plus d'avoir un personnage très Sofia Coppola, je retrouve son image, sa photo, son grain, sa colorimétrie, tout. Je retrouve vraiment la Sofia Coppola que j'avais pas vue depuis 2006. Et effectivement, ça m'enchante. Et puis cette musique, je sais qu'il a été question la réalisatrice a essayé d'avoir des musiques de Elvis Presley. Évidemment, son entourage, enfin, je sais pas comment on dit, les ayants droit de la musique, fait bah non, c'est mort. Et du coup, bah, comme d'hab, elle s'est tournée vers son mari qui est le chanteur de Phoenix pour avoir une plus belle BO, et en fait, tant mieux. Je crois que ça m'aurait gâché le film d'avoir de la musique d'Elvis Presley au milieu de ça. Alors, il y a de la musique d'Elvis Presley, mais c'était reprise. Il y en a une qui est chantée au piano et c'est tout. Et une chanson en live, quand il regarde à la télévision le comeback de 68 où on le voit chanter. Oui, mais ça dure, c'est très très furtif, et je pense qu'il chante pas une chanson composée pour lui, je pense qu'il chante une chanson qui lui appartient pas, et que du coup ils peuvent négocier avec d'autres ayants droit que la famille d'Elvis. Moi, je comprends que ce soit quelque chose qui dérange. Moi, au contraire, c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait, on se concentre pas sur lui, on se concentre sur elle. Donc moi, j'épouse vraiment cette forme de narration et ce qu'elle essaie de nous raconter, et je trouve que le film est vraiment, je le redis, est audacieux. Ça, c'était pour la partie enthousiaste de l'équipe. On passe aux aigris. Ah non, moi je déteste le film. Aigri, tout est relatif. Hein, non, mais vous êtes moins. Ah, écoute. Si, moi c'est lui. Moi j'en attendais tellement rien, si tu veux. Pour moi c'est. Mais non, mais. Allez hop. Non, mais vraiment, je le dis, et attention, je vais pas cracher sur le film du tout. J'en attendais strictement rien, parce que pour moi, Sofia Coppola, c'est une intéressante styliste, c'est une excellente illustratrice, c'est pas une bonne réalisatrice de cinéma. J'ai toujours considéré qu'elle savait rien raconter, qu'elle a aucune idée de comment caractériser un personnage, mener un récit. Non, mais je veux dire, elle ne sait pas faire. On a très mal avec Sophie. C'est pas son taf. Mais
parce qu'elle a du style, parce qu'elle sait fabriquer des images. Si tu la mets en face du bon sujet, si les deux matchent, là, ça peut être formidable. Ça peut être Virgin Suicides, qui est quand même pas loin d'être un chef-d'œuvre. Ça peut être Marie-Antoinette, qui est pas loin d'être un chef-d'œuvre. Ça peut être Lost in Translation, qui est pas loin d'être un bon film. Je suis entièrement d'accord avec Simon. Je valide l'intégralité des mots qu'il vient de prononcer. Et qui pour moi est son chef-d'œuvre, mais bon. Mais t'as pas vu Marie-Antoinette? Peu importe. Ouais, elle est morte il y a longtemps, hein. Mais moi qui l'ai vu la semaine dernière, franchement, je recommande à personne. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout quelqu'un qui déteste Sofia Coppola. Elle a une pratique du cinéma qui, dans l'absolu, ne m'intéresse pas beaucoup, mais comme c'est une pratique maîtrisée et très marquée, quand elle tombe sur un sujet avec lequel, me semble-t-il, ça s'accorde bien, c'est très puissant. Et ben là, c'est le cas. Contrairement au Proie, où elle était à mon sens complètement dépassée, c'était un projet de remake d'un film de Don Siegel, où elle était dépassée, j'ai envie de dire, justement par un récit qui nécessitait beaucoup de caractérisation, beaucoup de précision narrative, de tempo, de construction dramatique. Donc là, ça marchait plus du tout. Là, au contraire, et tu l'as super bien dit, Sophie, comme c'est un personnage qui est dans l'attente, dans l'ennui, qui est quand même le cœur de son cinéma, je le dis pas de manière ironique, c'est ce qu'elle filme depuis toujours, hein, des personnages qui s'ennuient et dont l'ennui amène à la grâce ou à la disgrâce. Bah là, ça va permettre quelque chose. Vous évoquiez en parlant de Saltburn la question du conte, et là on est aussi dans des figures de conte et de fables qu'on va renverser. Moi, il y a deux occurrences que je trouve passionnantes. C'est peut-être la meilleure adaptation de Barbe Bleue que j'ai vue au cinéma. C'est une femme qui attend dans le château, qui attend et commence à s'ennuyer pendant que Barbe Bleue n'est pas là. Alors je dis adaptation, c'est pas vrai, il se passe pas tout à fait la même chose que dans Barbe Bleue, mais voilà, ça c'est un motif qui m'a beaucoup intéressé. Et puis il y a quand même un truc, c'est une histoire de prince charmant, mais pas un prince charmant qui t'éveille, c'est un prince charmant qui t'endort. La première nuit à Graceland, il l'endort, il la sédate. Et voilà, il y a, et je vais pas vous faire une liste à la Prévert de toutes ces figures du conte qui sont retournées, mais je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence, une certaine sensibilité, une certaine malice. Et enfin, quand bien même, oui, il y a des errements, un peu de rythme, de tempo, mais bon, voilà, je sais où je vais voir un film de Sofia Coppola, a priori, ça va pas être du Michael Bay, quoi. Et, mais donc je l'accepte, tu vois, je suis en paix avec ça, donc ça me dérange pas ou peu, ça me dérange peu, mais du coup je suis très sensible à comment son style et ce récit se rencontrent, s'emboîtent très bien, et je suis aussi extrêmement sensible au fait qu'elle ne sacrifie pas, on va dire, à l'époque et à la monstruosité de la situation décrite. C'est quand même un homme adulte puissant et dominateur qui épouse une enfant, et ben comment il l'épouse. Il l'épouse plus tard quand elle est adulte. Non, pardon, oui. Et par ailleurs, mais effectivement, dans le déroulé du film, il entame une relation avec une enfant. Tu as raison, il l'épouse plus tard, mais qui entame une relation avec une enfant. Néanmoins, elle ne va pas non plus dissimuler ou cacher ou nous faire croire que cette gamine de 14 ans n'a pas un moment d'élan de fascination. C'est une gamine de 14 ans, certes, bien sûr, mais elle accepte la complexité humaine problématique de cette situation, et du coup le film ne tombe jamais, à mon sens, dans ce qui serait une hagiographie à l'envers, quoi, dans un acte d'accusation monstrueux, machin, et il donne en fait de la liberté au spectateur pour se positionner. Alors personnellement, j'ai pas grande sympathie pour Elvis, j'en avais pas beaucoup avant, j'en ai pas beaucoup quand je sors du film, mais pas parce que le film m'a dit: tu te rends compte un peu quel salopard. Le film me laisse à moi un espace pour me positionner, et je pense que c'est important, surtout quand on lève le tapis comme ça sur des aspects, des dimensions sombres, inquiétants, problématiques de personnalité publique ou de personnage, tout simplement. Il faut avoir, je dirais, l'élégance, mais presque l'éthique du metteur en scène, de laisser au spectateur le choix de se positionner. Je trouve que le film le fait très bien. Alexis. Sur le papier, moi, c'est un projet qui m'intéresse assez à la base, et pourtant je suis plus très intéressé par le cinéma de Coppola depuis un moment. Coppola fille évidemment, mais le truc c'est que confronté sur le papier on va dire la torpeur stylistique, et je dis ça positivement, c'est vraiment sa marque de fabrique, et ce qui moi me plaît beaucoup dans Virgin Suicides et dans Lost in Translation, avec la fièvre caractéristique d'Elvis Presley et de son entourage, parce qu'il faut bien imaginer quand même que vivre aux côtés d'Elvis Presley dans les années 60-70, ça doit déménager quand même pas mal. Donc moi, sur le papier, je suis intéressé par ça. Je suis intéressé par cette confrontation, parce qu'elle va en faire. Et effectivement, on a un personnage avec Priscilla Presley. Donc on dirait que c'est une vie qui a été vécue pour que Coppola en fasse un film. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est cette meuf-là qui avait 14 ans, qui vivait sur une base militaire américaine en Allemagne, donc déjà qui est déracinée, qui a pas tout à fait le même caractère que les jeunes filles de son âge, et qui cherche une émancipation parce que ses parents sont trop stricts. On a vraiment l'impression que c'est le début de Virgin Suicides. Et elle rencontre Elvis Presley, elle se dit voilà, mon émancipation, c'est lui, une rockstar qui a flashé sur moi, il va m'emmener mener la grande vie. Et en fait, il me balade d'une maison vers une autre, d'un enfermement à un autre, et à partir de là, c'est la stase, c'est l'ennui, c'est la répétition, c'est vraiment le cinéma de Sofia Coppola, quoi. Mais moi, j'ai un gros problème avec le film qui m'empêche de lui donner toute mon adhésion, même si je le trouve globalement intéressant, mais c'est qu'Elvis Presley m'intéresse beaucoup plus que Priscilla dans le film. Et ça, pour moi, c'est un petit problème quand même. Ah ouais ? Eh ben ouais, parce que Priscilla, justement, est un personnage typiquement Sofia Coppolesque. Du coup,
bah, je sais exactement ce qu'est ce personnage avant de le découvrir. J'ai plaisir à le retrouver parce que j'aime cet archétype, parce que je le trouve intéressant à traiter comme un sujet d'étude. Je trouve que émotionnellement il se passe des trucs. Mais en face, j'ai Elvis Presley, un Elvis Presley que j'ai jamais vu, qui est un gamin. C'est vraiment un gamin immature, qui est devenu une star. Probablement parce que son manager voulait faire de lui une star plus que lui voulait devenir une star, qui est toujours dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une tournée, dans l'attente d'un film, dans l'attente d'un morceau à chanter, et il est toujours frustré, et il se drogue, et il est violent, et en même temps il est gentil, il a l'air compréhensif, et en même temps il est complètement distant. C'est une espèce de mystère humain. Bah, du coup, je suis beaucoup plus intéressé par le fait de découvrir cette partie-là d'une figure de la culture populaire que je connais pas, plutôt que de redécouvrir un archétype de cinéma que je connais déjà très bien, et qui, jusqu'à la fin du film, exception faite quand même de la fin du film dont je ne dévoilerai rien, n'est pas beaucoup bousculé. Voilà, il n'est pas beaucoup altéré cet archétype, il est un peu pris tel quel brut de décoffrage. Sophie. Moi, j'ai justement un truc qui m'est resté en tête beaucoup. Donc, le choix de Jacob Elordi pour jouer Elvis, contrairement à, et j'ai oublié son nom. Austin Butler. Merci. Dans le Elvis de Laurent. Austin Butler, on va vraiment faire un travail pour qu'il soit identique, c'est-à-dire la gestuelle, les cheveux, la voix, enfin vraiment c'est un espèce de sosie parfait qui nous a tous, genre même si on n'aime pas trop le film, genre nous a waouh, c'est Elvis quoi. Là non. Là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un travail si fou que ça. Donc, il y a la voix qui est assez similaire, il y a une coupe de cheveux, mais le visage, c'est pas du tout le même, tu vois. Genre, il y a un truc, on ne le voit pas. Moi, je vois pas Elvis. Ah bah alors, c'est marrant parce que moi, au contraire, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je trouve que Elordi est un acteur qui est en train de, enfin, en tout cas, moi, de m'exploser au visage. Littéralement. C'est-à-dire que pour autant. Mais moi, je ne vois que Elvis. Ah ouais je ne vois Elvis du début à la fin. Alors, il y a même un moment donné, je regarde une photo d'Elvis et me dire, ah mais oui, c'est vrai, c'est ça son visage. Non mais vraiment, moi je suis je l'achète du début à la fin. Mais complètement, mais c'est certainement parce que je suis sous le charme, parce que je le trouve magnifique. On est tous d'accord, mais il est peut-être plus encore dans Saltburn néanmoins. Mais... Ah les deux, mais bref. Mais c'est pas celle. Tu vas voir. En fait, c'est qu'il y a des moments. Il y a des moments, je le regarde, notamment quand il y a 3/4 profil, et je me dis, ok, c'est Elvis. Puis je le vois de face. Mais en plus, le malheur du calendrier a fait que j'avais vu Saltburn 2 jours avant. Donc en vrai, je vois Jacob Elordi. Et il y a des moments où je le regarde et je vois juste un archétype. Je vois plus Elvis. Je vois n'importe quel beau garçon qui a pris sous son aile n'importe quelle jeune fille. Et c'est là que pour moi le film dépasse un peu l'histoire de Priscilla Presley. C'est parce qu'il y a des moments je vois Elvis, il y a des moments je vois n'importe quel mec. Et je vois n'importe quel mec un peu puissant, un peu inspirant, un peu... moi aussi quand je vois Jacob Elordi, je me dis c'est n'importe quel mec. Franchement, vous êtes mauvais. Vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est là pour moi qu'elle a réussi à twister quelque chose. C'est qu'elle l'a pas poussé dans le mimétisme. Mais moi, ça, je trouve que c'est un super choix de réalisatrice. Mais oui, c'est bien ce que je dis. Mais c'est là où je veux en venir. C'est que justement, je trouve qu'elle fait un choix de réalisatrice bien plus intéressant concernant Elvis que concernant Priscilla, parce que Kaylee Spaeny, c'est ça, j'ai pas envie de décorcher son nom, ressemble beaucoup à Priscilla Presley. Il y a pas tu vois ce que je veux dire, c'est que elle met en face d'elle un acteur qui des fois ressemble à Elvis comme de gouttes d'eau, des fois lui ressemble pas du tout, et rien que ce jeu sur comment elle va le cadrer, comment elle va absenter son visage, comment elle va au contraire ne mettre que son visage dans le cadre, et d'un coup on voit bien que c'est pas lui. Et moi je suis désolée, mais je sais pas à quoi elle ressemblait Priscilla Presley à 14 ans. Ce que je veux dire, c'est que moi je veux juste une poupée. Moi je suis désolé, je trouve le personnage d'Elvis plus intéressant, et surtout je comprends tout à fait ton analyse archétypale d'Elvis Presley, sauf que c'est Elvis Presley. Tu vois, et je peux juste pas passer outre le fait que ce gars-là précisément, c'est pas un archétype. Personne d'autre, à part peut-être Michael Jackson, n'a eu la vie d'Elvis Presley. Personne d'autre n'a eu cette vie-là. Oui, mais elle le traite comme tel. Mais c'est ça. Ok, peut-être je suis pas clair. Moi, si je peux essayer d'avancer collectivement ou de paraphraser Sophie, moi là où je suis assez d'accord effectivement, c'est que donc déjà d'une, moi j'ai pas ce problème-là parce que moi je vois Elvis Presley, donc moi j'achète Elvis Presley complètement du début à la fin. Mais en fait, effectivement, comme le disait Simon dans la fable, Elvis Presley, je vais utiliser volontairement quelque chose d'assez provocateur, mais c'est Gabriel Matzneff, c'est n'importe quel homme toxique qui à un moment donné a un rayonnement et qui devient cette pancarte, ce signal. Et ce signal universel, et effectivement, qui n'est pas tout à fait celui qui intéresse Sofia Coppola, puisqu'elle s'intéresse à la victime, avant tout, et du coup, il sert de sémaphore, si tu veux. Voilà. Oh. Elvis Presley sert... Ah, non, si vous voulez. Ah bah sémaphore, moi je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas non plus. Ah bah sémaphore, il sert de repère universel. D'accord, ok. Voilà. Bah, très joli mot. Voilà. Très joli mot. Non mais oui, ok, donc je comprends mieux ton idée. Mais le truc c'est que... On se comprend plus. Non mais en fait, moi je suis désolé, je trouve le personnage d'Elvis plus intéressant que le personnage de Priscilla. Et d'ailleurs, on vient de parler pendant 10 minutes du personnage d'Elvis, à s'arracher les cheveux sur qui avait dit quoi. On n'a pas vraiment beaucoup parlé du personnage de Priscilla parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'archétype de Sofia Coppola.
Et ça, pour moi, c'est un peu un problème. C'est le titre du film, c'est le personnage principal du film. Il est moins intéressant que l'antagoniste, entre guillemets. Mais sur ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Hein. Bah, moi, c'est mon avis, en tout cas. Mais voilà, moi, je le trouve plus intéressant. Et autre problème, quand même, et là, pour revenir à un truc un peu plus pragmatique, un peu plus strictement formel, je trouve qu'il y a des trucs dans le film auxquels Sofia Coppola m'avait pas habitué, même dans des films ratés comme Les Proies, par exemple. Notamment plusieurs moments dans le film où il faut faire avancer le temps, parce que le temps avance dans la vraie vie et qu'il faut accélérer, et où du coup, on va faire les trucs qu'on a vus des centaines de fois dans des centaines de films. On va accélérer le montage, on va faire un montage cut avec plusieurs fois la même page de calendrier qui est arrachée, mais c'est pas la même date, et puis on va mettre de la musique un peu rythmée pour créer un truc un peu enjoué qui accélère tout ça. Non, mais je suis pas tatillon parce que c'est Sofia Coppola, les gars, quand même. Le montage dans Virgin Suicide et Lost in Translation, pardon, mais c'est pas rien. La gestion de la narration par le montage, c'est pas rien. On est 20 ans plus tard, et le film est moins bien monté. Je suis désolé de le relever, quoi. C'est quand même beaucoup plus académique et beaucoup plus linéaire et beaucoup plus attendu que ces deux premiers films. Pardon de souligner que c'est un problème, quand même. C'est bizarre, je t'ai jamais vu aussi énervé sur un film que tu détestes même pas. Et je suis pas énervé, ce sont objectivement des problèmes. Pardon. Après, ça vous touche pas, mais ce sont objectivement des problèmes. Si je peux glisser un mot, je sais que j'ai pas le droit de donner mon avis, mais bon, c'est la nouvelle année, pour une fois, je vais le faire. Je suis plutôt dans le camp Simon Alexis. Alors, je suis pas aussi aussi désolé, agacé. Mais le camp, il est pas très clair. Hein, pas aussi agacé qu'Alexis. Non, moi, j'ai le problème majeur que j'ai avec ce film, c'est précisément celui de la répétition. C'est-à-dire que j'ai l'impression effectivement de revoir Marie-Antoinette. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et en fait, il y a effectivement, et c'est là où je partage un peu l'avis d'Alexis, c'est que je trouve qu'il y a une, comment dire, finalement presque un attendu dans la mise en scène. Dès le début, c'est-à-dire dès que je vois les pieds sur la moquette, dès que je vois la recherche de ces cadres, dès que je vois cette poupée placée dans ces espaces trop vastes, et en fait, du coup, je suis victime effectivement un peu de cet ennui, d'autant que le film dure 2 heures, qu'il est effectivement un peu trop long, et que le film a une temporalité caoutchouteuse. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui dure 1h40, 1h30, c'est-à-dire que vraiment pendant 1h30, alors il se passe des années, mais en fait, on raconte globalement à peu près toujours la même chose, et puis d'un seul coup, tout se précipite. Ils se marient, ils ont un enfant, et on arrive à la fin du film. Et donc d'un seul coup, cette fin, elle est complètement, elle est vraiment extrêmement accélérée dans la narration et dans les enjeux narratifs et dramatiques de l'évolution du personnage. Et du coup, cette longue première partie d'attente et de répétition Sofia Coppolesque, malheureusement, même si je trouve ça effectivement bien meilleur que ses films précédents, c'est un peu, ça reste pour moi un peu attendu, pas très surprenant, plutôt bien troussé une fois de plus, plutôt bien fait, mais finalement très exactement là où le film devait être et ce que j'imaginais qu'il serait. Et voilà, et donc du coup je cède un peu à l'ennui et je trouve que ces 2 heures passent beaucoup plus, le temps ressenti est beaucoup plus long que le temps réel du film, et on parlera d'un autre film qui m'a fait l'effet exactement inverse, dans un registre évidemment très différent. Voilà, c'était. Je trouve que c'est un arc critique un peu compliqué, les attentes que l'on a par rapport à un cinéaste. Si jamais quelqu'un fait quelque chose de trop différent, on va être déboussolé, on va pas savoir comment l'aborder. Si quelqu'un fait quelque chose de trop similaire, du coup c'est trop similaire et du coup ça matche pas. Je trouve que c'est un arc critique un peu compliqué. Et évidemment que Sofia Coppola va faire une image à la Sofia Coppola en prenant un personnage à la Sofia Coppola. Elle l'a déjà fait 4 ou 5 fois. Je trouve ça dur en fait. C'est comme dire Miyazaki, il a encore fait des personnages un peu foufou. Enfin genre tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il a fait à chaque fois le même personnage foufou? Est-ce que par exemple, il y a un personnage, par exemple, on pourrait dire qu'il y a un personnage au Scorsésien, tu vois, celui qui découvre un univers et qui va se laisser complètement griser, qui va se laisser complètement détruire par cet univers. C'est jamais toujours le même personnage, même si à la base c'est le même archétype. Okay. Là, pardon, mais on n'est pas loin du copier-coller, narrativement parlant, quoi. Je suis désolée, mais pour avoir vu tous les Sofia Coppola, ça fait un moment qu'elle nous a pas habitués, qu'elle n'est pas revenue à son archétype placé d'adolescente. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. C'est-à-dire que là, c'est un peu son retour. C'est pas là, elle refait la même chose. C'est que entre-temps, elle en a fait 3 différents. On the Rocks, que je trouve être sans doute son plus personnel. Là, c'est elle, mais il n'y a plus l'artifice de l'adolescente. C'est qu'est-ce que c'est qu'être une espèce d'adulte middle age qui cherche une relation avec papa. Les proies, il n'y a aucun personnage Sofia Coppolaien. C'est des meufs prisonnières d'une maison qui attendent que la guerre finisse. Ce n'est pas filmé comme du Sofia Coppola. Je suis d'accord. C'est pour ça que le film est raté, je pense. C'est qu'elle y a vu un truc intime et puis elle l'a pas tenu. Du coup, tu dis elle fait pas les personnages, du coup c'est raté. Et là, tu dis du coup elle fait le même personnage.
son achat raté, faut savoir. Elle commence bien cette année 2024. Elle aurait pu revenir à son archétype et l'actualiser. Et il est juste revenu. Ce qui est un peu un Non, aveu les d'échec. amis, non mais pour te répondre directement, Arthur, je vois ce que tu veux dire. Tu vois Non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mon approche critique n'est pas de dire ah mais j'attends de Sofia Coppola qu'elle fasse du Sofia Coppola, c'est juste que d'un seul coup, je me rends compte qu'elle revient. Enfin, en fait, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir une décalque de Marie-Antoinette complètement. Je sais pas si vous avez remarqué, comme autour de cette table, les drosophiles ont le fondement dilaté. Hein. Ah, tu veux dire qu'on encule des mouches? Un tout chouïa, je crois. Priscilla de Sofia Coppola avec Kéline Spaeny et Jacob Elordi. Et vous, en Priscilla, vous êtes plutôt Presley ou folle du désert? Vous pouvez nous le dire en commentaire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on va détendre un peu l'atmosphère quand même. S'il te plaît. Hein parce que bon, c'est la nouvelle année, on a envie de rigoler, on a envie de se détendre un peu cette année. Vous savez qu'il y a 2 sortes d'ovnis? L'OVNI Tender et l'OVNI True, allez hop, ça passe. Ah, il est fort. Non, mais c'est parce que je l'ai déjà fait, je voulais savoir si vous en... Non, parce que j'en ai une autre après. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner évidemment à Acast Plus pour avoir chaque semaine du contenu exclusif. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire la même chose. Franchement, c'est quoi 6 € par mois, hein? Surtout qu'en plus, vous pouvez l'avoir à 3 en ce moment. Alors vraiment, c'est quand même dommage. Ouais. Hein, on se retrouve mardi prochain pour parler d'un président de la République mort, assassiné, mais on ne sait pas par qui, mais en fait on sait par qui, mais en fait on sait pas par qui. Et puis mercredi, ce sera l'épisode bonus pour nos amis d'Acast Plus autour du festin nu avec le camarade Simon Rio alias Maître Fourtier. Bye les amis. Bye Maître Fourtier. Salut. Et gloire à la nouvelle année. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, histoire. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.